Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va faire, comme tous les lundis, on va faire une point de vue un petit peu swing. Alors ça va être long évidemment ce matin, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur les cryptos. Donc on va faire au moins un bon gros quart d'heure crypto au départ, même si je vais pas revenir sur ce que j'ai dégrossi samedi. Je vais simplement y apporter quelques petites précisions, puisque donc samedi on était encore à l'intérieur du triangle quand je vous ai publié, ou c'était, je crois que c'était samedi ou dimanche, je sais plus, où je vous ai mis donc une analyse sur TradingView, donc vous la retrouverez sur TradingView, je vous invite à la regarder, mais je pense que pour la plupart c'est déjà fait. Donc ce qui est dedans reste tout à fait valable, à savoir donc qu'il y avait un choix 50-50 à faire, soit une sortie baissière du triangle, tout simplement ça aurait montré une ça aurait donné deux scénarios différents. En fait, je vous avais déjà préparé psychologiquement à ce que je vais vous dire ce matin. À savoir, je vous avais dit de ce triangle, sincèrement, c'est 50-50. La sortie me donnera une information que j'utiliserai dans plusieurs mois. Cette information était donc si on sort par le bas, je pense que voilà. Alors, je vais redécrire, voilà, comme ça. Maintenant, je vous donne la totalité de ce truc-là, mais je pense maintenant vous pourrez comprendre. Si je vous l'avais donné il y a quelques jours, vous auriez peut-être pas forcément pu le conceptualiser. Donc le fait qu'on ait fait cette sortie de triangle par le haut, ça traduit le fait qu'on termine la tendance 4 heures. D'accord? C'est-à-dire qu'on cadre toujours le marché dans des schémas, ok, je vous rappelle, et, des schémas que vous pouvez représenter très clairement pour que ce ne soit pas subjectif. D'accord? Bon, là, on a bien affaire à une tendance, mais rappelez-vous, dans une tendance, ce qui est important, c'est de savoir différencier les maturités pour savoir où vous en êtes. Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on ne suit pas? Est-ce qu'on commence à trader contre rien? Est-ce qu'on est dans le range typique du pullback? Le range que j'ai tradé là, hein, voilà. Moi, le truc, c'est ici, très clairement, j'identifie tout de suite ce schéma-là. C'est-à-dire de dire, ici, je vois très clairement mon breakout, la phase d'accumulation qui a précédé, hein, voilà, on voit bien, ça fait mumuse avec le canal de tendance, ça fait contexte, canal de tendance, contexte et cassure et accélération à travers les deux en même temps. Donc là, il y a bien un breakout. Dans une tendance, il n'y a qu'un seul breakout. D'accord? Donc ça, c'est breakout. Pour moi, ici, il y avait la poussée à la divergence, un pullback potentiel. Et ici, il fallait quand même commencer à sécuriser les gains. Et c'est là qu'évidemment, ça part en sucette. On est bien d'accord? Les tendances ont des structures plus ou moins complexes. Ici, on est bien dans une bulle, c'est-à-dire que là où la tendance aurait dû s'atténuer, voire s'arrêter, parce que là, très sincèrement, on avait même la divergence ici, le pullback là, et le take profit ici. D'accord? Donc ici, prendre des profits en tant qu'acheteur, totalement normal. C'est ce que j'ai fait. D'accord? Ici, il fallait absolument sécuriser. On pouvait tout à fait se retaper la conso à 5006. Et c'est là où, évidemment, ça s'emballe, FOMO, tous les couillons se mettent à acheter, plus personne ne vend. Et évidemment, forcément, ça devient irrationnel, stupide. Et rassurez-vous, on va corriger l'intégralité de toute la phase débile. Mais ça va se mettre en place doucement. Il faut d'abord calmer ces bulles spéculatives et après, évidemment, on en paiera le prix. Mais ici, pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre donc, que pour moi, la tendance, dans sa partie logique, aurait pu s'arrêter ici. Elle se poursuit ici, ce qui fait qu'on fait donc une vague 5 étendue, un peu FOMO, un peu la classique, quoi. Donc ici, on pouvait très bien se péter la gueule et en fait créer l'effondrement spéculatif à partir du triangle. Raison pour laquelle j'avais déjà commencé à vendre dans le triangle au cas où. Maintenant, on avait bien été d'accord, j'avais très peu de chance à imaginer que c'était le sommet. Mais comme c'était 50-50, je ne pouvais pas l'exclure non plus. Raison pour laquelle j'ai commencé à trader à la vente dès le range. Je ne suis pas surpris de la cassure haussière, ça faisait totalement partie du scénario également qui était de dire, dans ce cas-là, la position est stoppée et on reprend des ventes dans le cadre d'un excès final. C'est-à-dire qu'en gros, ici, la tendance ne s'est pas arrêtée ici, le pullback ne s'est donc pas mis en place ici. Ici, on a simplement latéralisé, le pullback se met en place là, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, on a un début de tendance qui aurait pu se terminer là, mais qui fait un peu débile, n'importe quoi, et c'est complètement excessif, hein, on est bien d'accord. Donc tout ça, ça traduira évidemment une consolidation excessive. D'accord? On consolidera plus qu'une consolidation habituelle. Donc la formation se met ici, le pullback se fait donc là. Donc ici, on est dans un cadre technique de type excès final. On est bien d'accord? Normalement, vous devriez tous être d'accord là-dessus. On est sur un excès final. Quelles sont les conditions absolument nécessaires pour pouvoir retrader? J'espère que vous l'avez vu, d'accord? Pourquoi ici ça restait dangereux, mais on pouvait le tenter de manière spéculative sur les time frames inférieurs? Pourquoi aujourd'hui j'hésite pas à chercher des ventes? Parce qu'on retrouve un contexte joint au niveau des ventes. C'est-à-dire que là, ça montre que l'excès, c'est fini. Voilà. C'est-à-dire que si on avait tout arraché à la hausse la semaine dernière, ok. Le problème, c'est que non. Donc là, on a des contextes qui se rejoignent en 4 heures, ce qui traduit le fait que l'excès en 4 heures, c'est terminé. On revient sur des choses plus rationnelles.
Donc là, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc en 4 heures, on va pouvoir shorter. C'est ce que je vous ai dit hier soir. C'est de dire, le but, c'est de cadrer ce scénario en multi-time frame, d'avoir plusieurs objectifs en fonction des différentes unités de temps sur lesquelles on se positionne. Alors si ce putain de TradingView veut bien arrêter de ramer là, parce que ça commence à me gonfler. Voilà, on y arrive. Désolé, je ne sais plus où j'en étais. Du coup, j'ai dû redémarrer tout le bordel. Euh, Bref, voilà. Donc, en gros, excès final, les box de contexte sont de nouveau jointes, donc on peut y aller. Ça veut dire que la bulle est terminée. Normalement, quand on s'est pris une phase de bulle, bah, comme je vous dis, on va le payer par une consolidation plus longue. J'ai pas forcément dit plus profonde. J'ai juste dit que ce sera plus long. Parce que tout simplement, il va falloir attendre de retrouver d'abord une légitimité sur les prix, c'est-à-dire de comprimer la volatilité. Euh, Replier évidemment vers des supports et il va falloir créer un excès baissier, c'est-à-dire normalement une cassure baissière qui n'est pas nécessairement justifiée à la base, mais qui n'est simplement que la contrepartie de la connerie haussière. Tout simplement, je vous résume, en gros, c'est ça. Hein, vous voyez, c'est de dire ici, bon, si on n'avait pas fait les gugus avant, ça aurait pu s'acheter là. Évidemment, on se tape une conso supplémentaire, non nécessaire, hein, d'un point de vue fondamental, mais tout simplement, est-ce que ça, c'était en lien avec les fondamentaux? Non plus. Donc, hein, toujours des contreparties. Donc, rappelez-vous qu'il y aura une fin à ce mouvement-là qui sera un peu exacerbé, tout simplement, parce que la hausse a été un peu débile. Bref, le cadre de toute façon ici, hein, ceux qui sont là à nous dire tendance haussière, encore une fois, bon, débile, très peu probable, alors tout est toujours possible hein, dans un marché, mais là quand même il faudra des fondamentaux bien différents de ce qu'on a aujourd'hui pour réussir à installer une tendance haussière à partir d'une tendance baissière de manière immédiate, surtout à partir d'un crack. Donc je maintiens toujours pour moi des signaux de range qui sont totalement confirmés par ce que j'ai en face de moi. Donc je traite bien ce cadre technique de range en daily qui doit donc se mettre en place à la suite de la tendance haussière 4 heures qu'on a ici. Donc ici on est en excès final sur du 4 heures, donc évidemment que tout signal vendeur en 4 heures c'est un short. Il y a déjà tous les éléments ici graphiques pour mettre ceci en place, c'est-à-dire qu'on doit shorter tout débordement du contexte ici donc à 8900 et des poussières, et évidemment là c'est déjà fait, et donc tout signal 4 heures qui arrive est pour moi un signal de vente. D'accord, ça peut mettre un petit moment. On a vu ce canal ensemble hier dans le Discord qui peut servir de référence. Donc c'est normalement proche de ce canal qu'on devrait trouver un signal. On est déjà très proche de ce dernier. On a déjà les signaux de breakout. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il manque qu'une chose, un signal pour gérer son risque. D'accord? Donc pour moi, là, tout repli baissier, c'est une vente. Maintenant, j'aimerais que ça se fasse avec un signal, ce qui fait que pour l'instant, j'attends que le momentum se renverse. Quand il se sera renversé, on pourra s'y attaquer. Ok? Donc, de manière un peu plus agressive, comme d'habitude, moi je vais traiter ça en horaire, puisque je vais essayer d'anticiper le signal 4 heures pour avoir un meilleur prix, parce que je sais comment ces machins-là vont se retourner, et je sais que ce sera un V-top. Donc, je vais essayer de choper un prix assez confortable. Évidemment, ça se fait avec une prise de risque plus élevée, donc une taille de position plus faible. J'attendrai donc pour l'instant au moins un signal 4 heures. Un signal horaire, et il faudra valider ça ensuite par un signal 4 heures. Le but est bien d'anticiper. Donc, en horaire, est-ce que je peux faire quelque chose? Normalement, non. Parce que là, on a bien affaire à un range, c'est bien, mais là, j'ai les deux boîtes de contexte qui sont disjointes, et ça colle pas avec ce que je veux faire. Ça veut dire qu'ici, c'est un petit peu exacerbé en termes de mouvement de prix, catalysé par ce breakout. On clôture tout en haut de la boîte de contexte précédente, complètement en dehors du contexte. Donc là, déjà, j'attends qu'on déborde ici, dans la zone, au-dessus des 9000 et compagnie, dans la journée, demain, je ne sais pas. Chaque bougie fait 1 heure, donc ça peut prendre du temps. Ce que je constate ici, c'est qu'il n'y a pas de breakout sur les cycles. Alors, il y a des breakouts sur les cycles de court terme, on voit bien les petites croix et compagnie. Les cycles là, par contre, ne sont pas cassés. On voit bien sine wave, il est bien réactif, il n'y a pas de souci, ça oscille. Donc ici, on est dans un range. En fait, en horaire, on est déjà dans le range qui constitue la fin de tendance 4 heures. Donc oui, la tendance 4 heures, elle est mature, elle est terminée, on fait l'excès final. Donc pour moi, toutes les briques s'emboîtent bien dans le même sens, à savoir, on termine un mouvement haussier. Ensuite, c'est une forte consolidation qui va se mettre en place en daily. Donc on peut attendre très probablement à peu près
entre 5 ans, entre 20 et 50 jours au minimum de consolidation. Et comme je vous ai dit, comme ça fait suite à une bulle, je pense qu'on pourra très facilement multiplier ce chiffre par 2. C'est-à-dire plutôt entre 40 et 100 bougies de consolidation baissière à venir derrière, en daily, donc 40 à 100 jours de conso derrière. Donc encore une fois, si vous pensez que c'est demain que vous allez racheter sur les supports, moi ça me paraît très peu probable. Alors évidemment, on ne joue pas avec le temps, j'ai pas une boule de cristal, j'essaie juste de vous donner ma perception des choses que je peux pas, mais que malheureusement ça les outils peuvent pas vous le dire. Donc ça, je vous le transmets, c'est du savoir, c'est de l'expérience. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais je vous donne un petit peu voilà le ressenti. Donc beaucoup de patience sur les cryptos, encore une fois, toujours, et de la résilience. Le but ici, c'est soit on fait rien, si on est juste buy and holder, on encaisse ses gains comme c'était prévu, partiel, 25-50%, pas plus, sur le buy and hold, et on attend plusieurs mois que l'euphorie se calme, que les gamblers se fassent la malle, toujours la même chose, la volatilité va se comprimer, ainsi de suite, et c'est là où normalement on devrait se repositionner une seconde fois pour le buy and hold avec des creux ascendants cette fois. Et après, on touche plus pendant au moins 1 à 2 ans. Là, c'était simplement la phase de gestion du risque préliminaire qui permet de payer vos stops, de payer vos futurs renforts et tout simplement de vous permettre d'augmenter votre capital en crypto sans pour autant augmenter le risque associé. C'est-à-dire vous n'investissez pas plus d'argent, vous restez avec la même somme initiale investie, mais vous gérez le risque au sein du range qu'on est en train de constituer, en tout cas probablement, mais pour ma part, il y a peu de doute. Voilà, pour les cryptos, j'espère que c'est clair. Donc toujours pareil, pour l'instant, on fait la phase de purge. Sur ADA BTC, le signal arrive. Voilà, donc comme on avait dit, cette zone en horaire ne tient pas. On refait un petit breakout. Merci BTC, hein, d'accord. Pour l'instant, pas de signal. Faites attention. Ici, on est donc en squeeze. Le squeeze se fait de manière très bruyante. Est-ce que ça suffit pour acheter? Je ne saurais pas vous dire parce que sincèrement, il n'y a pas de signal. Mais là, il n'y a pas de signal juste parce qu'il y a un signal vendeur qui a été donné juste là. En gros, la volatilité ici fait que Momentum n'arrive pas à suivre. Voilà, regardez, pour lui, ça c'est du bruit, c'est l'enfer, quoi. Donc pour l'instant, Momentum ne donnera pas de signal, je vous le dis direct. Donc si ça devait venir chercher vers cette zone-là, moi, je pense que soit vous avez joué l'achat ici, c'est risqué, certes, mais ça ne me semble pas hors contexte. Dans ce cas-là, tout simplement, vous gardez une gestion du risque assez large, ok. C'est-à-dire, vous rééchangez pas vos Cardano ou Dieu sait quoi que vous avez acheté contre vos bitcoins si on vient juste trader un peu cette zone-là. D'accord. On peut très bien, sur un petit coup de mou, aller venir chercher cette zone-là. Et voilà. Donc, je ne pense pas qu'il faut y mettre des stops sur ces positions, des stops serrés, mais garder un stop un peu large, un peu sous le bottom, et juste essayer de profiter de l'ensemble du mouvement. Comme je vous dis, c'est plus une stratégie swing à mettre en place ici sur ces spreads altcoin versus bitcoin pour répartir le risque au sein d'un portefeuille. Et surtout, comme la conso risque d'être longue et douloureuse pour bitcoin, je pense qu'elle le sera moins sur certains altcoins. Voilà. Et notamment les altcoins assez fortement capitalisés, comme je l'ai dit, restez plus ou moins dans le top 10, voire le top 5, pour répartir votre risque. Voilà. Donc je reste sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, sur tous les arguments. La seule différence, pardon, voilà, avant de clôturer, c'est ce que je voulais vous dire, et j'avais oublié. Voilà. Donc le principe est de dire, pour moi, c'est en daily qu'on va consolider, et en daily, je vous dis, pour moi, on est parti probablement pour la version longue, c'est-à-dire une bonne centaine de barres de conso, et encore, je suis gentil. Sincèrement, hein, je pense qu'il y aura bien plus que ça. Hein. Je pense que vous pouvez faire un copier-coller de cette phase-là, en termes d'amplitude, enfin en termes de durée, pardon, mais avec une forme différente. Rappelez-vous, normalement, ça va faire 2 formes, une première et une deuxième. Voilà, d'accord. Et ensuite, on tue la volate et on reprend un sens haussier. Donc, dans la psychologie, d'accord, ce que j'attends, c'est la décrue habituelle. Hein. On va casser le support ici. Donc, la décrue, pour moi, elle passera sous les 7000. C'est quasiment, enfin, psychologiquement, ça m'étonnerait qu'on fasse différemment. Probablement par là, vers la zone de volume, on va reconstituer un support, donc vers les 6004, 6005. D'accord. Essayez de le tenir. Et puis, bim, ça va probablement pas passer. La cassure baissière, ok. Et après, soit on retrouve un support par là, je sais pas. Hein, voilà. Normalement, pas certain qu'on accède à la zone de volume ici. Donc je dirais, c'est par là, proche de ça, voire on met une petite accélération finale ici, et normalement ici on va se stabiliser, comprimer la volatilité, d'accord, mettre du volume dans cette zone où il y en a très peu, et après ici. D'accord. Mais le volume ici, il faut bien être conscient d'un truc. Ici, les vendeurs ne seront pas nombreux. Il n'y aura personne pour vendre ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour trouver du volume sur un support sans vendeur? On va passer du temps.
Voilà, c'est con, mais c'est un truc comme ça qui va nous attendre sur cette zone-là. C'est-à-dire qu'on va y mettre du volume ici, mais juste avec du temps. C'est-à-dire qu'on va vous bloquer ici, et évidemment, les gamblers, ça va leur plaire au début, puis après, ils vont voir des triangles partout, ils vont se faire démonter 15 fois de suite, et puis ils vont dire, ah bon, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Exactement ce qui s'était produit là. Donc c'est exactement ce type de psycho qu'il faudra retrouver derrière. Moi je pense qu'on va vers une longue décrue, puis une mort cérébrale à nouveau pour mettre du volume vers la zone des 4008, 5006, avant normalement donc de repasser au-dessus des 6005 et de façon un peu plus durable et beaucoup plus construite avec des creux majeurs en daily orientés à l'achat. Hein, chose qu'on n'a pas pour l'instant. Toujours pareil, si vous voulez comparer ça à ce qu'on avait fait en 2015, pour avoir un sentiment, toujours pareil, comprendre que ce qui est important ici, c'est pas la prévision de dire on va aller sur tel niveau de prix en tant de jours, c'est pas ça, c'est de comprendre la psychologie associée à chaque cycle. On est dans un marché hautement psychologique, il y a de la technique qui entre en compte, mais c'est surtout de la psycho. Là, pour moi, à ce stade-là, d'accord, on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a constitué les supports, on a commencé à comprimer la volate, on envoie une petite phase parabolique qui casse des résistances, d'accord. Tout le monde pense qu'on en est là, hein. Moi, je vous dis, pour moi, d'un point de vue psychologique, je ne pense pas qu'on soit dans ce type de phase-là. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans ça, ce type de phase-là, c'est-à-dire, alors ça, c'était catalysé, c'était probablement Mt. Gox ou Dieu sait quoi, j'en sais rien, je ne me souviens pas, j'ai pas tradé le Bitcoin à cette époque-là, mais ça, c'est un mouvement catalysé. Alors, est-ce qu'on va avoir un mouvement catalysé qui va aller casser les supports sur Bitcoin? Je peux pas dire, j'en sais rien, mais ça, c'est clairement un truc qui a surpris le marché. On voit bien que c'est pas un pricing habituel. Donc, est-ce que ce truc de type-là, enfin, est-ce que ce genre de truc va nous arriver sur Bitcoin aujourd'hui en 2019? Je ne peux pas savoir, ça sent le Black Swan, c'est plus le truc qu'on ne peut pas prévoir. Moi, je prévois par contre donc vraiment une lente décrue et comme je vous dis, hop, des breakouts baissiers. Voyez, ce qui est important, c'est de comprendre qu'ici, on a cassé les cycles à la baisse une dernière fois, et c'est à la suite de l'échec de ce mouvement baissier que se réinstalle le sentiment de tendance haussière avec des creux majeurs ascendants. Vous voyez, on forme un creux, d'accord. Dans la psychologie, vous comprenez bien, on forme un creux, un deuxième, et c'est là ensuite qu'on se réinstalle à l'achat. Mais même si on devait en être là aujourd'hui, regardez ce qui a suivi à l'époque. On s'est quand même tapé une conso de 200 jours. C'est ça qu'il faut que vous captiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on en est là, il n'y a plus rien à espérer de ce marché pendant plusieurs semaines. Donc, si vous voulez rester exposé à l'achat sur des actifs qui procureront probablement plus de gains, voire qui vont produire des consolidations, ça vous regarde. Moi, clairement, je ne veux pas être à l'achat de ce truc-là. Ça ne veut pas dire que je revends tout. Hein, mais voilà, pour la partie buy and hold, pour moi, il me semble normal qu'une partie de votre cash soit récupérée à ce stade-là, tout simplement pour de la gestion du risque. Donc je cherche les ventes, oui c'est clair, oh mon dieu, Phil est encore contre les tendances, encore faudrait-il qu'il y ait une tendance. Et je vous rappelle que je fais ça dans le cadre d'un range daily, je sais très bien où gérer mon risque, ainsi de suite. Donc je ne suis pas juste encore une fois en train de vendre un marché qui monte, c'est juste que moi, comme d'hab, ce qui m'intéresse c'est le prochain mouvement, pas celui qui est déjà en train de se terminer. C'est comme ça qu'on capitalise sur les marchés, c'est pas en jouant la météo de la veille, mais plutôt en se positionnant en avance sur celle de demain. Allez, les marchés classiques. Alors le VIX, on va regarder tout à l'heure, mais il n'est pas encore en train de recoter. Un petit coup sur le marché asiatique, ça tente de former un support de façon timide, mais pourquoi pas. Donc toujours pareil, hein, le sentiment global ici n'est pas technique. C'est ça qui est extrêmement gênant. Donc on a un sentiment de la distorsion, hein, pour moi, donc, parce que ça colle pas à la macroéconomie. Donc toujours pareil, une macro qui se dégrade, des chiffres de merde aux États-Unis en fin de semaine dernière, et puis le marché, bon, s'en fout un peu. Trump est là, Trump soutiendra les marchés, la Plunge Protection Team est en plein travail, c'est-à-dire que toute la smart money, mais là j'ai plutôt envie de dire que c'est ça relève pas de la smart money, là ça relève plutôt de la manipulation boursière. Donc c'est de dire voilà, ça ne doit pas baisser, donc faites en sorte que les marchés ne baissent pas, faites comme vous voulez, mais démerdez-vous. Voilà, en gros c'est un peu ça le truc. Donc moi j'appelle ça un peu, c'est une organisation en cartel, hein. Ça revient à dire c'est les grandes banques d'affaires américaines, voilà, les Morgan Stanley, les Goldman et compagnie se retrouvent autour d'une table pour dire comment on fait pour que les marchés baissent pas. Bon, c'est du cartel, hein, c'est-à-dire qu'on fixe les prix.
On fait en sorte de se regarder tous dans le blanc des yeux et de dire on a tous plus à y gagner si les prix ne baissent pas, donc comment on fait pour ne pas vendre? Voilà. Comment on fait pour gérer le risque de ne pas, enfin de manipuler les marchés. Voilà. Donc c'est clairement c'est une organisation de cartel. Alors c'est légal, mais théoriquement, bon voilà, on va vous dire un cartel c'est illégal, mais pourtant quand on le fait avec la finance, il n'y a pas de souci. Donc toujours pareil, un deux poids deux mesures, mais bon, quand c'est la douce entente politico-financière, évidemment, bon voilà. Bref, donc on s'en fout, on n'est pas là pour juger. Moi, j'ai mon avis personnel sur la situation, je sais comment ça finira, mais pour l'instant, c'est le paradigme du moment. Donc le marché est sous contrôle, le marché est piloté par donc d'un côté la Fed et sa politique monétaire et de l'autre côté les grandes banques d'affaires qui jouent le jeu de ne pas vendre le marché pour l'instant. Ok. Par contre, ce que je note très clairement, hein, c'est toujours pareil. Je vois comment les grandes banques d'affaires gèrent le risque. Hein, c'est-à-dire qu'elles sont d'accord, mais la courbe de taux reste inversée. Donc c'est de dire on veut bien faire joujou avec les actions et prendre un peu de risque pour jouer le jeu dangereux de la Fed. Enfin, c'est plutôt le jeu dangereux de l'administration américaine, dont la Fed fait tout pour éviter que ça déraille, mais n'est pas trop d'accord non plus. Donc il faut faire attention, hein, c'est toujours pareil, c'est trois protagonistes, donc c'est une triangulaire et ça finira très mal, c'est toujours ce que je vous ai dit, hein, c'est le bon vieux ménage à trois qui explosera évidemment, hein, on est bien d'accord, ça n'a jamais fonctionné ni par le passé, ni de manière historique, c'est-à-dire toutes les triplettes ont toujours échoué dans le monde. Donc forcément, c'est la même chose qui arrivera à cette dangereuse triplette, mais bon, ils n'en sont pas conscients évidemment, puisque c'est pas, ils sont à l'intérieur du problème. Donc toujours pareil, en fait, si vous êtes à l'intérieur de la triptyque, vous pouvez absolument pas voir le merdier qui va vous tomber sur la gueule. Vous êtes trop impliqué. Donc évidemment que ces gars-là sont persuadés qu'ils vont réussir à sauver le monde et éviter la crise financière alors qu'ils font tout pour nous y amener, mais et qu'ils en seront en plus évidemment responsables, mais bon pour l'instant ça fonctionne. Donc toujours pareil, le timing, on garde le scénario global pour ceux qui font du swing et ceux qui ont des gestions de portefeuille à moyen long terme. C'est pas le moment de mettre de l'argent dans les marchés, il ne faut surtout pas croire ce genre de conneries et de manipulation, ça finira très mal, mais on ne sait pas quand. Donc on attend, il y a deux choses qui font que ces scénarios s'écroulent, soit un black swan, soit tout simplement une gestion du risque qui ne suit pas. Il faut bien être conscient que dans la triptyque, il y a trois profils différents. Il y en a un qui est là pour son intérêt personnel et de réélection, donc c'est de dire bah, il nous faut un calme populaire et le peuple sera calme tant que le marché ne baisse pas. Donc pour l'instant, ça c'est l'intérêt politique. D'un autre côté, on a l'intérêt stabilité financière qui vient de la Fed, c'est-à-dire que la Fed elle est bien consciente des risques, elle fait tout pour piloter la descente, mais elle a bien compris que la redescente elle arrive. Donc elle fait tout pour piloter, se donner de la marge de manœuvre, réaugmenter les taux, mais on ne peut pas trop le faire sinon on se fait taper par les ricains, enfin on se fait taper par la Maison Blanche. Donc encore une fois, c'est toujours pareil, la triptyque, chacun a des intérêts différents. Pour l'instant, l'équilibre arrive à se maintenir, même si c'est très déséquilibré et très instable comme structure. Et la troisième partie, évidemment, c'est l'intérêt de marché, l'intérêt financier. Goldman, ils n'ont pas spécialement envie que les marchés se pètent la gueule, mais ça les arrangerait bien aussi. Il faut bien être d'accord qu'une banque d'affaires, quand elle fait des affaires, c'est que ça l'arrange qu'il y ait de la volatilité et que les prix soient bas. Donc elle veut probablement bien jouer le jeu de la récession, enfin le jeu du tout va bien aux États-Unis, mais très sincèrement, un Goldman, à mon avis, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire qu'ils maintiennent les actions, mais effectivement, ils inversent la courbe des taux. Et ils ont bien compris que quoi qu'il arrive, c'est un jeu qui finira de toute façon par faire baisser les prix, et c'est à ce moment-là qu'ils rachèteront les actions. En gros, ils vont peut-être probablement jouer le jeu de bon, on le fait pas tout de suite, mais quand ça se cassera la gueule, on va pas hésiter à aller contre Trump, quoi. Donc c'est toujours pareil, c'est la triptyque. Moi, je suis persuadé que de toute façon, de cette triptyque, il y en a que deux qui survivront parce que c'est comme ça que ça finit toujours. Et c'est surtout que, à mon avis, les deux qui survivront, ce seront très probablement la Fed et les marchés, et pas l'administration américaine. Maintenant, je me trompe peut-être, si ça se trouve, l'administration américaine va mettre la Fed sous contrôle, et tout simplement, bah, ils ne survivront que la politique et les marchés. Mais alors là, j'aime autant vous dire qu'un Trump face au marché, la relation va être explosive. Bref, bon, tout ça, on en reparlera dans d'autres émissions, mais c'est à garder donc toujours dans ce contexte de fond swing. Rien n'est rationnel, puisqu'ici, on a affaire à quelque chose qui relève du fantasme, donc la triplette. Hein, voilà. On fantasme que ce scénario-là va marcher, alors qu'il est déséquilibré, instable, et qu'il ne tiendra absolument pas dans le temps. Donc, naturellement, les risques vont arriver, les parabolisations se mettre en place sur différentes formes, hein, voilà. Mais les systèmes paraboliques sont déjà en place, donc très sincèrement, l'instabilité de la structure
est quasi obligatoire, ce n'est donc qu'une question de temps. Donc les paraboles, on les a vues partout, hein, sur les actions les années dernières, enfin il y a 2 ans, donc ça a parabolisé un peu partout. Le VIX et ses structures de prise de risque complètement démentielles de vente de volatilité, l'écrasement complet sur le gold, la volatilité sur le WTI, les manipulations sur le dollar. Voilà, bref, donc tous des trucs classiques qui sont typiques, donc je vous dis, de manipulation un peu grotesque de ce pseudo-cartel de la sauvegarde de l'État américain sous sa forme monétaire. Donc en gros, il faut maintenir tout sous contrôle, sauf qu'on contrôlera que dalle, parce qu'historiquement parlant, même la Protection Team à l'époque n'a fait qu'une chose, c'est créer des cracks. Donc le crack, il sera là, c'est clair, on aura un crack boursier, il n'y a pas de doute là-dedans, on ne sait pas trop quand, donc jouer ça intelligemment. Sur du moyen terme, pas d'achat, juste de la patience, même si vous devez attendre 2 ans, attendez le crack, c'est le crack qu'il faudra acheter. Pour du moyen terme, pour du swing, comment on navigue dans un marché qui est piloté? C'est très emmerdant, parce que pour moi, on peut chercher que le swing vendeur, tout en sachant qu'on joue contre une manipulation, c'est-à-dire contre un cartel. Et là, c'est très compliqué, parce que, voilà, comment on fait pour jouer en sachant que ceux qui détiennent les cartes truquent le jeu? On joue, mais on joue intelligemment, c'est-à-dire qu'on gère le risque et évidemment on n'hésite pas à accepter d'avoir tort. Le but c'est d'avoir raison une seule fois, et de pouvoir gérer le risque et de profiter pleinement de cette fois où vous allez réussir. Et évidemment de rembourser l'intégralité des échecs passés. Donc pour l'instant, pilotage à vue, d'accord, on est en zone de faiblesse, c'est le timing pour les vendeurs, c'est le moment où on doit privilégier les ventes. Sur repli, bien entendu, mais on doit privilégier les ventes. Ça ne veut pas dire que ce timing va être mis à profit. Hein, encore une fois, là on a une fenêtre de tir, je pense, d'encore quelques semaines à Wall Street. Si cette fenêtre de tir ne procure pas de baisse et que la Plunge Protection Team arrive toujours à maintenir les baisses, dans ce cas-là, il faudra arrêter ce timing vendeur et le reporter probablement à la fin de l'été. En tout cas, voilà. Donc, on est toujours sur un timing vendeur, on privilégie les ventes, les faiblesses sont évidentes sur la plupart des grosses capis américaines, tous les Microsoft, machin. Toutes ces structures paraboliques peuvent s'effondrer à tout moment. Si elles s'effondrent, elles emportent avec elles les indices. Donc, évidemment, on est en swing vendeur pour l'instant et on maintient les ventes à Wall Street, c'est essentiel. Si ce timing ne porte pas ses fruits, comme je vous dis, on acceptera de prendre ses stops, normalement à break-even, donc il n'y aura pas de perte. Hein, c'est-à-dire comme d'hab, moi je préfère toujours les scénarios quand on se prend du pognon, quand on se trompe. Enfin, quand on prend du pognon, en tout cas qu'on n'en perd pas. Donc là, l'échec ne coûte rien, voire rapporte quand même des petits stop-win. La réalisation du scénario, par contre, elle rapportera un max. Donc, moi, ça me gêne pas. Je sais que pour certains, c'est ce qui est le plus dur à faire. C'est-à-dire d'avoir des gains et d'accepter d'éventuellement perdre ces gains pour risquer d'en avoir plus. Alors oui, encore une fois, ça se fait toujours dans le cadre. C'est-à-dire que le but n'est pas de dire « Ah ben non, je veux toujours plus de gains et on ne prend jamais ces gains », ça c'est l'erreur à ne pas faire. Par contre, il faut contextualiser, savoir ce que vous faites, rationaliser votre prise de risque. La prise de risque, tout le monde en veut, parce que prendre du risque, ça permet de rapporter de l'argent. Donc tout le monde veut gagner plus d'argent, mais il y a une différence entre la personne qui va faire ça de manière rationnelle, dans un contexte, avec un scénario, et la personne qui fait juste ça en espérant toujours doubler la mise, jusqu'au jour où vous perdez tout, et c'est complètement con. Voilà, c'est pas ça le but. Donc, une stratégie qui est celle que je vous dis, pour moi ça peut dérailler à tout moment et quand ça déraille, je veux être là parce qu'il y a clairement beaucoup de pognon à faire à la clé sur la baisse des prix et le crack qui suivra derrière. Donc si les prix baissent pas de crack, ou en tout cas ce sera pour plus tard. Si les prix commencent à baisser, il y a un niveau où ça dérouille, c'est-à-dire la gestion du risque et c'est le moment où tout simplement les Goldman disent bon là on n'a plus rien à foutre de tes conneries, on vend et puis c'est tout quoi, voilà. Donc on en est très loin encore, on est sur des prix largement acceptables, Goldman n'est pas du tout en train de serrer les fesses pour sa propre stabilité financière. Mais soyez conscients que dans cette triplette, chacun recherche un intérêt personnel et qu'il n'y a pas de synergie. Tous ces intérêts sont tous divergents et ça ne finira jamais de la bonne façon. Ça finira par une synergie qui se créera entre deux des acteurs et le troisième sera littéralement éjecté. D'accord ? Donc c'est de dire, cette Plunge Protection Team en triade, elle ne fonctionne pas. Et elle ne fonctionnera pas dans la durée, mais ça peut marcher encore quelques mois. Voilà, il suffit que la Maison Blanche manipule l'information au bon moment pour empêcher les baisses. Dans ce cas-là, Wall Street ne vend pas, en bon accord avec tout ce petit merdier, et la Fed maintient les taux dans une zone acceptable pour les deux. Ça, c'est bien, ça va fonctionner à un moment donné, mais je vous dis, vous verrez très bien que ces intérêts, de toute façon, sont instables et ne pourront pas durer indéfiniment.
Alors, du coup, Wall Street, qu'est-ce que ça donne en termes de prix? D'accord? Donc, on tente la constitution d'un support. Donc, pour moi, ça, c'est évidemment, ça fait du sens, hein. On travaille ici, rappelez-vous, sur la zone 23% de retracement. Qu'on essaie de constituer un support ici est totalement normal pour Wall Street parce qu'encore une fois, on fait tout pour maintenir. En fait, c'est l'échec de ces politiques de maintien qui va causer le crack. Donc, si crack il y a, hein, d'accord, encore une fois, rien n'est jamais acquis. Si vous raisonnez comme ça dans les marchés, vous êtes mort. Donc, on gère le risque associé à ce scénario. Moi, c'est le scénario que je mets en place. Si ça se trouve, j'ai tort. L'essentiel, c'est que je gère mon risque pour que ça ne me ruine pas si je me suis trompé. Et par contre, que si j'ai réussi et si j'ai raison, je me gave à mort. Donc, il faut quand même prendre des risques. On n'a pas le choix, mais il faut qu'ils soient maîtrisés. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur cette zone-là? Qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Premier truc que j'ai fait quand on est arrivé sur la zone 23,6, je vous ai dit, il faut prendre des bénéfices tout de suite, 50% au moins. Ensuite, on gère son risque et on vend les rebonds. Moi, j'ai raté, je crois, ce petit truc-là, ou en tout cas, j'en ai pas vraiment beaucoup profité. Donc, j'attends toujours la formation d'un range un petit peu plus mature sur cette zone-là, parce que je pense qu'il est normal qu'évidemment la Plunge Protection Team défende ce support, parce que c'est d'un intérêt capital. C'est ce qui permet de maintenir le sentiment de tendance haussière. Et c'est ça qui permet d'éviter les ventes. Donc, il faut qu'on ait toujours ce sentiment d'aspiration haussière permanente. Ça, la manipulation ne sert qu'à ça. Hein, c'est de dire les consolidations doivent être extrêmement rapidement avortées pour permettre de montrer que le sentiment vendeur n'arrive jamais à s'installer et par opposition naturelle, tout de suite le sentiment haussier se réinstalle naturellement derrière. Comme on n'arrive pas à baisser, il faut qu'on monte. Mais encore une fois, c'est très dangereux. On ne monte que s'il y a des justifications qui le permettent. Ce n'est plus le cas depuis plusieurs trimestres. Les entreprises ne produisent pas plus de valorisation, elles stagnent, voire elles se contractent. Les signaux macroéconomiques se dégradent considérablement, indiquant que des dégradations futures vont arriver. Donc, ça monte dans un sens alors que la réalité baisse. Donc forcément, je vous dis, la tension va augmenter, la prise de risque augmentera et l'instabilité s'installera naturellement dans la triade. Ok? Donc c'est le schéma que je mets en place. Et donc, comment on traite ça? On reste vendeur sur la moitié des positions qui ont été prises en haut, tout en haut. Meilleur prix, encore une fois, je vous ai quand même donné ça tout en haut, ça tout en haut. Et normalement, celui-là, je vous l'ai donné aussi. Donc, c'est quand même propre, c'est des signaux que je vous donne en avance, hein. C'est pas, j'arrive pas au milieu de la journée pour vous dire allez hop, on vend Wall Street, TP ici, stop loss là. Je vous construis le scénario et je vous donne le scénario en avance pour que vous compreniez comment il se construit, pourquoi ces zones-là je les trouve et comment je les traite, avec quelle gestion du risque et ainsi de suite. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je sais pas à quoi on a affaire et cette semaine, honnêtement, elle me paraît très compliquée à aborder. Tout simplement pour ça, c'est-à-dire que la semaine passée, c'est ce qu'on appelle une inside bar, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à casser ni le plus haut ni le plus bas sur le chandelier, alors que pourtant on avait une mèche basse, c'est-à-dire qu'on tient une clôture négative, on clôture pour la première fois dans la partie inférieure du chandelier en hebdomadaire, c'est-à-dire que là, malgré le fait qu'on a quand même des grosses amplitudes, un gros signal hebdo et tutti quanti, d'accord, on avait des bougies qui revenaient clôturer à chaque fois à 50%, dans la partie 50% ou dans la partie supérieure. D'accord? Donc ça montre bien, on baisse, mais il n'y a pas de consensus ultra bear, il y a quand même des boules qui défendent. Là, c'est un peu plus contrasté. On a quand même une mèche basse, mais on clôture dans la partie basse du chandelier. Donc là, cette semaine, c'est soit la Plunge Protection Team échoue complet, on va chercher direct le 38,2, et normalement on va le déborder, et je pense qu'on ira chercher, se rapprocher des 26,80. Là, dans ce cas-là, on a une semaine bien bear, et dès lundi, ça attaque, et on se fait un -5 sur la semaine. Ça ne me surprendrait pas. Hein, très sincèrement, ça ne me surprend pas. Hein, c'est le même schéma que les fois précédentes. En gros, on a tellement fait les cons, on a tellement joué le coup d'extincteur que ça déraille. Voilà, ça déraille un peu, mais tout de suite, on reprendra le contrôle ici. Hein. Cette zone-là, elle ne cédera que plus tard. D'accord? Donc ça, c'est l'option numéro 1. Ça cède dès le début de la semaine, des mauvaises nouvelles, un truc comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Je pense que ça dépendra du news flow qui arrive. Pour l'instant, c'est lundi, il n'y a pas spécialement de gap, donc je ne vois pas de nécessité d'être ultra bull ou ultra bear. On est sur le niveau d'indécision. Je pense que ce matin, déjà, il ne faut rien faire en intraday. Moi, aujourd'hui, même probablement sur l'intégralité de la journée, je ne ferai rien. J'attendrai un signal de fin de séance, des clôtures sur le cash, de voir comment le volume se positionne, des trucs comme ça, et éventuellement, demain, commencer à faire un peu d'intraday. Donc,
Le schéma en daily, c'est quoi? Bah, malheureusement, on traite une zone de support et c'est une zone qui est assez inintéressante. Donc le cadre technique swing, pour moi, est assez illisible. Le momentum est clairement divergent haussier caché. C'est-à-dire qu'au sein du cycle, on voit bien que la dernière fois, on a réussi à peine à faire un momentum à zéro. Là, on a réussi à imprimer moins 50 sur le momentum et on est toujours avec des plus hauts, enfin avec des plus bas de plus en plus haut. Donc il faut faire attention à ce que les mecs ne nous fassent pas le coup de la divergence cachée. Comme je vous dis, on épuise le mouvement vendeur. Plunge Protection Team fait tout pour que ça baisse pas et compagnie, et on remonte. Et là, si on se redirige vers les résistances, clairement pour moi, ce sera des déclenchements de stop, et j'attendrai que le marché s'apprécie pour venir chercher probablement cette zone-là à terme. Ok? Je ne jouerai pas les achats, certains vont le faire, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est votre choix, toujours pareil, faites-le en accord avec votre conscience. Moi j'ai un problème éthique avec les achats à Wall Street qui fait que je ne veux pas me mettre dedans pour ne pas tout simplement avoir à subir, à trader un truc qui n'est pas en compatibilité avec mes convictions personnelles. Donc c'est un conflit de convictions, un conflit éthique. Je suis totalement d'accord que c'est d'une connerie affligeante. Il y en a plein qui vont dire mais débile, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'éthique dans le marché? Bon ben voilà, moi j'ai une éthique, je suis désolé, j'ai été éduqué comme ça, je peux pas faire autrement. Donc je fais avec. Encore une fois, oui, c'est un frein, c'est presque un handicap. C'est-à-dire qu'il y a des gains à faire que je vais pas pouvoir faire tout simplement parce que j'ai un problème de conflit éthique. Alors en attendant, je préfère être éthique et avoir un conflit et pas gagner d'argent dans cette phase de marché que de prendre tout le pognon qui circule et d'être un pauvre con. Donc c'est pas grave, ça me gêne pas, voilà, j'en suis conscient encore une fois et je ferai avec. Donc si ça monte, je ne serai pas du jeu et donc je laisserai tout simplement Wall Street évoluer pendant tout l'été et je reprendrai tout ça dès qu'on arrivera dans les zones avec les signaux qui m'intéressent. Donc par contre, on peut traiter en 4 heures, c'est là où ça me semble intéressant, puisque donc du coup c'est là qu'on peut contextualiser ce truc-là. Donc encore une fois, pour moi ça n'a pas de structure de tendance, parce qu'il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de breakout, donc pour moi ça représente rien, c'est-à-dire c'est pas un contexte de marché tradable, d'où la question pour laquelle à laquelle je m'intéresse maintenant, est-ce qu'ici on peut réellement considérer ça comme un pullback. C'est-à-dire, vous voyez, le pullback dans le canal de contexte qui, normalement, nous amène vers un excès final. Dans une stratégie typique, si ça, c'est une tendance haussière, oui, dans ce cas-là, on n'est qu'en pullback ici et on va normalement faire un excès final. Aller chercher 3000, 40, un truc comme ça, et déborder les contextes vendeurs. Mais est-ce que ça, c'est une tendance haussière? Pour moi, non. C'est une tendance qui a été pilotée, orchestrée, et qui peut s'écrouler aussi simplement à tout moment. Pour moi, on est dans des ranges. C'est-à-dire que, je vous rappelle, il n'y a plus de tendance hebdo pour moi. Alors, il y en a qui disent que oui, moi je pense que non. Chacun pense ce qu'il veut. Mais encore une fois, en hebdo, voilà ce que j'ai. Moi, je crois ce que je vois. Je crois à un range, je vois une situation macro complètement débile et je vois surtout des signaux de range en hebdo et des signaux de range vendeur. Donc oui, je vends parce que je suis mes cadres macro et mes cadres techniques qui vont tous les deux dans le même sens. Voilà, c'est ça qui est fou, c'est que pour moi tout va dans le même sens sauf le marché. Donc le marché peut faire ce qu'il veut, on est bien d'accord, mais moi, je suis obligé de trader ce que je vois. Voilà. Donc, ce que je vois, c'est que c'est pour moi plus baissier qu'haussier. Donc, je trade à la vente. Maintenant, si j'ai tort, j'ai raison. On verra. C'est le futur qui dira ça. Ah, mais encore une fois, mes outils n'ont pas été construits pour favoriser les ventes. Les patterns acheteuses et vendeuses sont les mêmes. Hein, d'accord? C'est exactement les mêmes. D'ailleurs, pire, je vais même vous dire, il y a plus de patterns acheteuses que de patterns vendeuses. Parce qu'évidemment, pour moi, la plupart des marchés sont quand même catalysés pour créer de la richesse. Donc oui, ça c'est une question intéressante d'ailleurs. C'est vrai qu'elle m'a déjà été posée. Je vais la traiter ce matin parce que je la trouve dans le contexte là. Il faut que vous compreniez un truc. Dans les patterns que je recherche dans le marché, il y a plus de patterns haussières que de patterns baissières. Alors vous voyez, quand on unifie les permabères, ils cherchent que les ventes. Non, que dalle. C'est qu'on est dans un schéma où ici, il faut favoriser les ventes. Point barre. Schéma hebdo-mensuel. Voilà. Donc c'est un schéma de fond. Et oui, je vais chercher des ventes pendant encore plusieurs mois jusqu'à ce que ça marche. Et quand ça aura marché, et quand on sera éventuellement pété un crack, vous verrez que je ferai l'inverse. À ce moment-là, je serai en train de favoriser les achats et tout le monde dira Phil, il achète les marchés qui baissent, il est con celui-là. Et pourtant, c'est ce qu'il faudra faire. Donc bref. Oui, je recherche plus de patterns haussières parce que oui, naturellement, les marchés sont faits pour créer de la richesse et pour monter. Donc oui, il y a légèrement plus de patterns acheteuses. Pour vous donner le chiffre, je crois que c'est à peu près 258 patterns à l'achat et genre 240 à la baisse. Voilà, c'est-à-dire il y a une quinzaine de patterns en plus, celles qui permettent de rechercher les bulles par exemple. Les bulles n'existent pas dans le sens baissier. Hein, la bulle, c'est un afflux de capitaux haussiers. Voilà. Donc les bulles spéculatives, j'ai plein de patterns qui cherchent ces bulles, mais elles ne se font que sur les schémas haussiers. Je ne recherche pas de bulles baissières, voilà, par exemple. Ok? Ça vous donne des exemples.
Bref, donc à Wall Street, je ne sais pas où on en est, mais ça me paraît irrationnel, ça ne correspond pas à des schémas classiques de marché, donc j'ai pas l'impression qu'il faille jouer les pullbacks ici à l'achat. Maintenant, ça ne veut pas dire que ici on vend comme des débilos, ça veut juste dire on gère son risque sur ces niveaux-là, mais je pense qu'on va breaker. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à remarquer clairement le schéma d'accumulation en 4 heures. Pour l'instant, on ne réalise pas le breakout, mais j'ai comme l'impression qu'il ne va pas tarder à arriver. Raison pour laquelle je vous dis, si on vient recéder ce niveau à la baisse dès le début de semaine ou qu'on remonte un peu et qu'on réattaque le canal de tendance et le canal de contexte, cette zone-là, et qu'on accélère à la baisse, il ne faudra pas hésiter à renforcer à la vente. D'accord? C'est la raison pour laquelle je vous demande de garder vos ventes là-haut. Parce que si vous rentrez dans le marché ici, putain, la gestion du risque, elle vous coûte un bras. Pour viser cette zone, vous êtes obligé de mettre un stop là. Donc ça fera des breakouts à la con, type ratio 1 pour 1, des breakouts sur lesquels vous ne pourrez pas mettre de grosses tailles de position. Vous serez obligé de ramasser les miettes. Alors que si vous gardez ça là-haut, là, vous pouvez avoir un bien meilleur prix de revient et vous pouvez être beaucoup plus agressif sur la taille de position en breakout. Et dans ce cas-là, là, vous récoltez du blé. Okay. Toujours pareil, la prise de risque se fait en amont pour permettre de maximiser le gain quand vous avez raison. Maintenant, pour l'instant, la phase est hésitante, on ne sait pas ce qui va se produire. Si ici, il y a un rebond qui se met en place et qu'on accélère et qu'il n'y a pas de vente dans cette zone-là, si le canal de tendance n'est pas résistant, tout simplement, il n'y aura pas de breakout baissier. Ok, donc on fait attention au fait que la Plunge Protection Team travaille de plein fouet pour éviter les baisses et que pour l'instant, elle réussit. Donc, je ne serais pas surpris si on devait continuer à installer cette tendance haussière débile et complètement pilotée, tout comme je ne serais pas surpris que ça parte en couille. Et que si ça part en couille, il ne faudra pas hésiter à en profiter. Je me suis fait racler la gueule par Wall Street ici, je récupère mes gains dans la phase de baisse, qu'on soit clair, c'est donnant-donnant, ils m'ont pété la tronche, je vais récupérer le pognon derrière, quoi qu'il arrive. C'est juste de la gestion du risque. Il n'y a rien de personnel, je m'en fous encore une fois de ce que fait Wall Street. Tout ce qui m'importe, c'est de prendre le blé. Le blé, c'est que je tradais à la vente, ils m'ont cassé les dents, mais je savais très bien que je récupérerais mon argent quoi qu'il arrive. Il suffisait juste de rester résilient et pragmatique dans la prise de décision. C'est ce que j'ai fait, j'ai déjà récupéré mes 15% de pertes et j'entends bien en récupérer plus en gain. Voilà. Allez, bref, donc ça c'est pour Wall Street. Donc évidemment, ce que ça conditionne, c'est tous les scénarios de prise de risque type USD-Yen. Je vous montre à quoi ça ressemblait la semaine dernière, l'USD-Yen quand même. Donc faire attention, en 4 heures, ça me plaît pas. D'accord, hein, on est donc signaux de range et signaux de range acheteurs, donc faites gaffe à ce que l'USD-Yen ne vienne pas rechercher et casser cette résistance, juste pour nous péter les couilles. Donc vous gardez pour l'instant, je pense, toujours une gestion du risque intelligente. Pour moi, on fabrique ce range. Le problème, c'est qu'il y a ce signal d'orientation positive qui me gêne un peu. Mais bon, voilà, c'est une information qui fait qu'on doit la prendre en compte dans la gestion du risque. Moi, encore une fois, j'ai un biais vendeur, je regarde surtout les informations vendeuses. Les informations acheteuses, elles sont là pour pondérer le risque. Donc je la note, cette information, ce qui fait que du coup, je suis un peu moins agressif dans mon positionnement. Ce que je note par contre, c'est qu'on est en train de préparer un breakout. Je pense que c'est quand même clair là aussi. C'est-à-dire que l'USD-Yen, si ça part hors contrôle, c'est un breakout baissier. Ici, on fait bien contexte, tendance, contexte. On est d'accord, les gars? Ça veut dire que là, si ça remonte parce que la Plunge Protection Team fait tout pour éviter la baisse, tant mieux. Dans ce cas-là, scénario, Wall Street va tirer vers le haut, on va faire un nouveau sommet historique et tout va bien, un été en volupté et en tranquillité. Si ça dérouille, c'est où que ça va dérouiller? Ça va dérouiller sur l'USD-Yen, ça enterrera les indices avec, et tout le monde va se réorienter à la baisse. Et on fera un breakout baissier ici, breakout baissier à Wall Street, et ainsi de suite. Tous les scénarios sont liés. On voit bien qu'en 4 heures, il y a un vrai risque de breakout, mais on voit bien en même temps qu'il y a tout est fait pour l'éviter. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, je pense que personne ne l'a, tout simplement parce qu'il y a des manipulations clairement et évidentes du marché qui pour l'instant ont fonctionné et soit elles vont dérailler, soit elles vont continuer de fonctionner jusqu'à la fin de l'été. Et dans ce cas-là, on reprendra les scénarios vendeurs à la fin de l'été, une fois qu'ils auront fini leur petite manipulation. Ok ? On ne lutte pas, encore une fois. Si vous êtes conscient de ces manipulations, il ne faut pas dire « Ah mon Dieu, c'est dégueulasse, les mecs manipulent le marché, on s'en branle ». Vous pouvez le penser, mais ça, vous ne le tradez pas. Hein. On ne tient pas des ventes parce que les mecs font n'importe quoi et que ça va s'effondrer. Non, si vous êtes conscient de ça, vous le prenez en compte. Vous vous dites « Je tente au cas où il se pète la tronche, je veux être là, mais si ça réussit, je ne vais pas me faire baiser. » quoi. Voilà, c'est ça l'intérêt. On ne tient pas de vente parce qu'on pense que ça va s'effondrer tôt ou tard. Voilà. Non, non, on tient des ventes dans un contexte, dans un cadre technique bien défini. Si ça échoue, on sort et on recommencera plus tard. D'accord ? Très important de bien comprendre ça. Alors, le dollar, on en est où ?
c'est là où je pense toute la problématique se trouve. C'est-à-dire qu'encore une fois, s'ils veulent sauver le merdier, c'est le dollar qui vont tout faire pour sauver. Et j'ai l'impression que ça va dérouiller pour leur gueule dans pas longtemps. C'est-à-dire que le dollar, dès qu'il casse son support, pour moi, c'est cassure de support dollarienne et cassure de support sur les indices. Autrement dit, la suprématie américaine, c'est adios. Maintenant, ils sont bien conscients de ça, puisque je vous le dis. Ils savent très bien que c'est un facteur baissier. Donc, ils vont tout faire pour éviter que le dollar baisse. Donc, on surveille bien le dollar, c'est le truc de la semaine pour moi à surveiller comment se comporte le dollar et le yen. Donc comment se comporte le dollar-yen, c'est la lecture de la semaine. Dollar-yen hors de contrôle égale marché hors de contrôle pour les Américains. Tant que le dollar-yen est sous contrôle, ils arriveront à contrôler les marchés financiers, les marchés actions. Donc surveillez bien le dollar-yen, soyez conscient donc que les manipulations sur ce marché sont clairement la zone la plus évidente de prise de contrôle de ces zones-là. Donc, des marchés irrationnels sur l'USD-Yen, tout à fait possible. Donc faites très attention, pas trop de levier pour l'instant sur l'USD-Yen, on garde son scénario vendeur, on gère son risque. Moi je suis tranquille sur l'USD-Yen encore une fois, j'ai déjà encaissé des profits et j'ai un prix de revient moyen qui n'est pas super bandant mais qui est quand même largement au-dessus des prix actuels. Donc j'ai pas de raison de serrer les fesses, je suis en confort. Par contre, est-ce que je renforce immédiatement pour le breakout baissier? Je sens la manipulation évidente, donc j'y vais doucement. Okay, je ne vais pas renforcer, et si je le fais, j'attendrai vraiment que le breakout soit évident et que la perte de contrôle soit évidente. Okay, donc c'est pour que vous compreniez comment je vais gérer le risque. Je suis conscient que les mecs ne vont pas nécessairement jouer sur le dollar, parce qu'ils ne peuvent pas, ils vont se faire péter la gueule face à l'euro. Par contre, ils vont tout faire pour mettre la pression sur le yen. Donc soit le yen reprend une phase de conso, parce que Wall Street fait tout pour éviter la perte de contrôle, soit le yen sort des contextes vendeurs avec des sommets ascendants, avec des creux ascendants et un schéma hebdo haussier. Je dis c'est une hausse hebdomadaire sur le yen. Donc s'ils perdent le contrôle sur le yen, ça va se voir tout de suite et ça ne va pas s'arrêter avant plusieurs semaines. Je vous dis, perte de contrôle totale à Wall Street. Et panique, hausse du risque et tout le monde se met à acheter du yen. Okay, donc ça, c'est le risque. Le momentum est acheteur, donc encore une fois, là, moi, je favoriserais plutôt les achats dans la sortie de ce triangle. Maintenant, voilà. Il y a l'aspect graphique, ce que les choses suggèrent, la macro, tout suggère que ça devrait partir en couille. Mais voilà, on est bien conscient qu'il y a des manipulations grotesques et évidentes, mais en attendant, on ne peut pas dire ça va forcément échouer. La UDNZD pour terminer, puisque c'est le seul scénario qui est un peu en parallèle de tout ce petit bousin, d'accord. Donc toujours pareil, ici on est à l'équilibre. Pour moi, il y a deux zones d'intérêt, le retour à la résistance et sa cassure pour aller chercher les zones hebdomadaires, ou tout simplement ici une consolidation supplémentaire en daily. D'accord, toujours pareil les mêmes zones. Hein. Soit on revient chercher les zones de support, donc soit cet ancien support là, soit la zone ici Fibo, là où on voit bien qu'on avait traité un petit peu de volume. Okay, on gère toujours son risque sur la zone de faible volume ici, sous les 1,036. Tous vos stops doivent être placés dans cette zone là. Hein. Voilà, c'est minimum 1,037 pour un stop. Tout ce qui est en dessous de cette zone-là, ça me va. Moi, j'ai déjà remonté mes stops au niveau du plus bas. J'attends de voir dans cette zone-là, si on devait retomber plus bas, voilà, je remonterai ensuite, une fois qu'on aura formé le creux, mon stop sous ce creux. Et évidemment, les renforts haussiers suivront. Pour l'instant, range, et on peut y passer du temps. Le problème avec la UDNZD, c'est que des fois, c'est très très lent sur la phase de conso. Bon, là, ça fait quand même un bon moment qu'on consolide. Donc, je suis prêt à tout moment à retrouver un schéma ascendant. Je pense que pour moi, c'est plutôt catalysé sur la partie AUD-USD, qui est donc, je vous l'ai redonné en fin de semaine dernière. J'avais cherché des soutiens acheteurs sur ces zones-là qui avaient échoué. Je recommence ici. On a de nouveau TP, signal sur une target, tout ce qu'il faut. Ça se tradait en 4 heures, hein, mais voilà, je vous ai signalé donc l'AUD-USD. Il me semble. Attendez que je vous dise pas de conneries. Je vais aller vérifier. Ah oui, je vous l'avais donné là. Ouais. Bon, je suis en train de remonter hein, parce qu'il faut que je me tape l'historique, hein, parce que ça c'est pas un truc que je vous ai envoyé en notif, mais c'est un truc que je vous ai donné dans Analyse Forex. Mais vous voyez, bon là, bon, j'ai pas retrouvé la source du truc là, mais voilà, vous voyez, on parlait à UD et USD. Il lui dit voilà, c'est un swing, stop large pour l'instant, je verrai après la Fed, blabla. Donc c'était juste avant la Fed, effectivement, et donc voilà, hein, sur le bottom ici, et je jouais la Fed. Donc pour l'instant, encore un peu de patience sur ce scénario, c'est pas encore validé, hein, on est loin, c'est que du TP, donc il faudra pas être surpris si ça va un peu plus bas, raison pour laquelle stop large, etc. Hein, voilà. Mais donc je trade la target ici, hein, pour moi c'est du range de fin de tendance. Le problème c'est que là le contexte a suivi cette mèche à la con, donc je pense voilà. Mais théoriquement le contexte il est là, on est dedans, donc il y a tout ce qu'il faut ici pour trader dans cette zone. Voilà. Ok. Voilà, donc toujours beaucoup de prudence, ça se trade daily 4 heures, c'est un peu hésitant, il faut garder des stops larges, mais je pense que la UD va retrouver des couleurs.
tôt ou tard. Donc comme je vous dis, soit ici c'est déjà le creux et on repart à la hausse et dans ce cas-là AUD NZD repartira, soit tout simplement l'AUD a un nouveau creux à faire, d'accord, et va pousser à la divergence sur le TP. Dans ce cas-là, on garde ça, on prend en gestion du risque, mais dans ce cas-là, l'AUD NZD aura une consolidation un peu plus longue à faire. Ok, ça dépend que de l'AUD pour ma part. Le NZD, c'est bon, le boulot est déjà fait. La grande question, c'est de savoir si l'AUD est prêt à retrouver sa couleur par rapport au dollar ou si toujours pas. Dans ce cas-là, si toujours pas, on aura une consolidation plus longue et plus chiante sur l'AUD NZD avant de retrouver le cycle. Quoi qu'il arrive, il faut que l'AUD USD se réoriente à l'achat plus fermement et quand on aura ça, là, on aura un creux sur AUD et un NZD qui continue de dévisser et là, franchement, c'est l'AUD NZD haussier pour plusieurs trimestres. Et c'est toujours la désynchronisation des deux économies qui restent liées. Hein. Encore une fois, c'est un spread chart. Quoi qu'il arrive, AUD USD et NZD USD suivront plus ou moins la même direction, mais on va recorréler un petit peu le truc où le NZD a pris une avance considérable depuis plusieurs années, alors que pourtant c'est lui qui a une tendance la plus faible par rapport au grand frère dollar. Bref, on avait déjà parlé de ces trucs-là, je ne vais pas revenir là-dessus sans 7 ans. On est à 48 minutes, donc je vais me bouger le cul vite fait de faire un peu les actions. Quoique non, les actions, on les traitera le vendredi maintenant. Voilà, comme ça, au moins, je peux m'arrêter aujourd'hui, ça évite de passer 3 heures. On les garde pour l'émission de vendredi. Donc vendredi, on fera stock picking et on fera un petit tour rapide donc sur les scénarios actions en swing. Donc pour l'instant, hein, quoi qu'il en soit, je vous résume un peu le scénario. Je reste sur l'ensemble des marchés que je tiens à la vente en attendant donc tout simplement la décision indicielle. Si on devait se rediriger vers les sommets historiques, je pense que nombre de valeurs comme Apple et trucs comme ça vont me stopper les scénarios vendeurs. Par contre, si ça dérouille, c'est les premières qui vont me rapporter 30% de plus. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, Apple, je surveille. Je pense que c'est un peu trop... Alors, on va juste traiter Apple parce que clairement, c'est la plus intéressante. D'accord. Il faut être vendeur là-dedans. La question pour moi, c'est de savoir à quel moment je renforce. C'est-à-dire, je prends des trades en vente en breakout. Ça baisse en ligne droite. On n'a pas constitué de support et on travaille le canal de tendance. Donc, j'ai pas envie d'être très agressif par rapport à ça. J'attends qu'on constitue un support. Donc, des rebonds sur Apple, ça ne me surprendrait pas. Maintenant, normalement, ça ne doit pas rebondir beaucoup et ça doit très rapidement se repéter la gueule derrière. Donc, Apple, pour l'instant, un petit peu de patience. J'ai pas l'impression qu'il faille être très agressif là comme ça tout de suite et taper sur la patate chaude en se disant ça va s'écrouler ainsi de suite. Je pense qu'on va hésiter un peu d'abord, ranger avant de réattaquer des breakouts baissiers un petit peu plus prononcés. Quoi qu'il en soit, je renforcerai Apple, hein, d'accord, et je vise toujours bien entendu une très forte dégradation des prix après ce dead cat bounce qui est classique d'un effondrement spéculatif. C'est-à-dire que là comme d'hab, on va revenir là, puis ici ça va être panique à bord et les mecs ils lâchent tout quoi. Donc on n'y est pas encore, c'est la phase de gain, celle qui va rapporter un max, elle viendra en fin de scénario, et il faut encore être patient. Pour moi, c'est le moment où je vous dis Wall Street perdra les pédales. Quand Wall Street perdra les pédales, Apple se fera mais déchirer la gueule. Et c'est à ce moment-là, bien évidemment, que les gains deviendront mirabolants dans les comptes. Pour l'instant, phase de gestion du risque, c'est là où c'est chiant, c'est là où on a le doute, c'est là où on hésite, c'est là où les gugus sur les réseaux vous disent que vous faites n'importe quoi. Et pour autant, tout ce qui compte, c'est qu'à la fin, vous preniez du pognon sans avoir pris trop de risques en cours de route. Voilà, allez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite donc une bonne et agréable semaine. Donc n'oubliez pas de rester toujours rationnel sur vos expositions et autres trucs du genre. Gardez toujours la rationalisation de votre scénario. On ne traite pas ce qu'on pense, on ne traite pas ce qu'on aimerait voir. On fait en sorte d'avoir une conviction plus ou moins forte, d'accord, et légitime ou pas, on s'en fout un peu en réalité. Ce qui est important, c'est que vous ayez un avis. Voilà, un avis personnel. Et ensuite, il faut que cet avis soit rationalisé. C'est toute la partie construction de la stratégie. C'est là où des outils graphiques, indicateurs et autres du genre doivent vous assister pour éviter tout biais cognitif, c'est-à-dire de voir des trucs qui n'existent pas. D'accord ? Il faut bien que ce soit rationnel. Si vous voulez vendre, vous devez avoir un contexte qui vous permet de le faire. On ne vend pas une tendance haussière. Okay ? Si votre contexte est une tendance haussière, vous ne pouvez pas vendre. On est bien d'accord. J'ai pas vendu le Bitcoin il y a plusieurs semaines. Ça servait à rien. J'avais bien vu la tendance haussière. J'ai attendu que ça se calme pour vendre. Okay ? Donc, toujours rationnel. On ne se met pas dans un contexte qui ne vous est pas favorable. On se met uniquement quand ça ne c'est favorable. Si on est débutant, on ne traite pas contre rien, c'est-à-dire on ne traite pas les excès finaux et des trucs du genre, on attend que le range se forme et on trade à l'intérieur du range. Okay ? Toujours pareil. Chacun sa gestion du risque. Moi, je vous dis ce que moi je fais pour la transparence, mais il ne faut pas nécessairement faire comme moi. D'accord ? Moi, je suis très agressif et expérimenté. Pour la plupart, vous êtes à faible risque et inexpérimenté. Donc, vous ne devez clairement pas être aussi agressif que moi.
Hein. Toujours pareil, je vous ai donné le PDF, je vous ai expliqué tout ça dedans pour que vous compreniez bien que tous les profils sont différents. Pour la transparence, moi je suis obligé de vous dire ce que je fais moi, parce que c'est plus par question éthique. Voilà, encore une fois. Ces émissions sont à but pédagogique, mais il y a beaucoup de gens qui questionnent ma légitimité, c'est ma façon de le faire. Voilà, je bosse devant vous tous les jours. C'est ma légitimité. Alors il y en a qui me disent ouais, mais pourquoi tu ne produis pas un track record? Je vous ai déjà dit depuis 107 ans que IG est le seul putain de broker qui ne veut pas produire de track record vérifié avec MyFXBook. Mais bon, il y en a toujours qui croient qu'on veut cacher des trucs. Pourtant, je bosse devant vous tous les jours, vous connaissez tous mes putains de trades. Au bout d'un moment, quand même, voilà. Donc je fais ça pour donner un peu de légitimité quand même à mon travail, vous montrer comment je travaille, pour la transparence, et surtout pour trader avec vous, quoi, pour vous aider à prendre des scénarios un peu agressifs, pour que vous ressentiez des émotions. Mais voilà, toujours pareil, suivez vos propres guides, apprenez à savoir quel est votre niveau de risque, et apprenez à trader de façon autonome. D'accord? Ce qu'on fait ensemble, normalement, vous devez être capable de le faire tout seul. Je vous aide un peu au début pour vous orienter, mais normalement, vous devez pouvoir supprimer fil de votre flux d'actualité et être capable de faire la même chose que moi sans moi. Ok? Allez, bonne journée et on se revoit demain matin pour faire de l'intraday. Pour l'instant, donc en intraday, tous ceux qui ont des profils intraday, je vous recommande sérieusement de ne pas faire joujou ce lundi. Ça me paraît assez piquant côté Wall Street. Et je ne sais clairement pas si on va se diriger vers le bas de la séance de vendredi ou le haut pour l'ouverture à 15h30 ou si on va rester le cul entre deux chaises.